J'ai vu le message au moment où les portes de l'ascenseur se refermaient. Une seule ligne provenant de la conversation de groupe de ma famille, brillant vivement sur l'écran sombre. Le dîner commence à 19 heures. Ne sois pas en retard. Juste en dessous, une photo montrait chaque siège occupé, sauf le mien. Personne ne m'avait dit qu'ils avaient avancé Noël sans moi. Le temps d'arriver à mon appartement, une autre notification est apparue. Une facture de 25 000 € pour la Renault 4 de Chloé. Aucune salutation, aucune explication, juste une exigence. J'ai posé mes clés sur la console, le silence se resserrant autour de moi comme un étau. Il ne m'avait pas invité à la maison de campagne en Normandie, mais s'attendait quand même à ce que je paie. J'ai grandi dans une maison où le silence pesait plus lourd que les mots. Mon père, Pierre Dubois, aimait parler par ordre bref, jamais par explication. Ma mère, Monique, adoucissait chaque angle qu'il créait, mais ne s'est jamais interposée entre nous. Et ma sœur cadette, Chloé, vivait sous le projecteur qu'il tenait pour elle. Même enfant, elle portait cette attention avec une aisance déconcertante. Un après-midi d'hiver, quand j'avais 11 ans, j'ai traîné une vieille tour d'ordinateur du garage jusqu'à la table de la cuisine. Le boîtier a soulevé un nuage de poussière qui dansait dans la lumière du soleil. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je savais seulement que cela me semblait être quelque chose qui m'appartenait. Je me suis penché sur le panneau ouvert, étudiant les composants comme si c'était un langage que je pouvais apprendre. Pierre est entré, son manteau encore sur les épaules. Il n'a pas demandé ce que je construisais. Il ne s'est même pas approché. Il a jeté un regard au fil, puis à moi, avant de secouer la tête. Perte de temps, a-t-il dit en accrochant ses clés au crochet. Fais quelque chose de concret. Derrière lui, Chloé, de 2 ans ma cadette mais toujours 2 longueurs d'avance à ses yeux, s'est glissée sur une chaise en balançant les jambes. Papa, regarde ce que j'ai fait. Elle a brandi un dessin de cheval coiffé d'une couronne. Pierre a souri, lui a ébouriffé les cheveux. Ça, c'est du talent, a-t-il dit. Sa voix n'avait jamais cette tonalité avec moi. Je me souviens avoir touché légèrement la carte mère, comme si mes doigts pouvaient cacher ma gêne. J'ai refermé le panneau sans un bruit et j'ai ramené l'ordinateur au garage. Ce jour-là, quelque chose a basculé. Une compréhension silencieuse s'est logée sous mes côtes. Je n'étais pas celle qu'il voulait voir réussir. Quand j'ai eu 16 ans, Chloé a reçu une voiture d'occasion pour son anniversaire. J'ai eu droit à une poignée de main et à un rappel d'être responsable. 2 mois plus tard, elle a éraflé tout le côté passager sur un pilier en béton. Pierre m'a reproché de ne pas lui avoir appris à se garer, alors que je n'étais jamais monté dans la voiture avec elle. Chloé s'est excusée une fois, à voix basse, mais quand mon père était dans la pièce, elle a laissé l'histoire se tordre pour pointer ma négligence. C'était plus simple pour elle ainsi. Au lycée, chaque prix de concours scientifique que je remportais faisait sourire Monique, mais elle rangeait les certificats dans un tiroir comme si elle craignait que quelqu'un les voie. Les trophées de sport de Chloé, eux, s'alignaient dans le couloir. Les invités les admiraient dès leur entrée. J'ai appris à vivre dans les espaces entre les applaudissements. À l'université, quand j'ai appelé à la maison pour annoncer que j'avais été accepté dans un programme de cybersécurité, Pierre a soupiré au téléphone. Alors, tu poursuis toujours ça, poursuivre, comme si l'ambition était une erreur. Les nouvelles de Chloé étaient différentes. Nouvelles offres d'emploi, nouvelles célébrations, nouvelles louanges. Elle me tenait informé avec une sorte de fierté polie, de la même manière que quelqu'un discuterait des bulletins météo. Jamais cruelle, jamais gentille, juste détachée. En y repensant maintenant, je réalise que rien de tout cela ne m'a surprise quand ils ne m'ont pas invité pour Noël. Le schéma était plus ancien que n'importe quelle fête. C'était la vie dans laquelle j'avais appris à survivre, mais je n'ai jamais prévu d'y rester pour toujours. La facture est arrivée 1 heure après la photo de Noël, 25 000 €. L'objet du mail était brutal, presque négligent, comme si le montant n'avait aucune importance pour celui qui l'envoyait. Une courte note suivait, rédigée par mon père, Pierre Dubois, avec ma mère, Monique, et ma sœur, Chloé, en copie. Règle ça avant la fin du mois. Pas de contexte, pas de salutation, juste une attente. J'ai fixé le message jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Chloé avait déjà eu 2 accidents de voiture, des éraflures mineures, des virages imprudents, mais c'était la première fois qu'on me demandait de payer pour quelque chose qui n'était pas à moi.
Et il le demandait un soir où il ne m'avait pas invité à la maison. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un nouveau SMS de Chloé. Occupe-t'en, c'est tout. Papa est stressé. Ce n'est pas grave. Pas grave. Elle utilisait toujours cette expression quand elle voulait faire disparaître quelque chose. J'ai posé le téléphone face contre la table, l'écran éclairant le bois par impulsion. Dehors, la neige s'accumulait sur la balustrade du balcon. À l'intérieur, mon appartement de Nantes semblait trop calme, trop propre, comme en attente d'une décision que je n'étais pas prête à nommer. J'ai essayé de ravaler cette douleur familière, celle façonnée par toutes les années où l'on attendait de moi que je comble les vides, que je sois responsable, que je sois utile. Ils m'avaient exclu de Noël, mais supposé que je reviendrais sagement dans le rang quand ils auraient besoin d'aide. Une partie silencieuse de moi voulait ignorer tout ça, comme je l'avais toujours fait. Une autre partie, celle qui grandissait tranquillement depuis des années, s'est simplement arrêtée. J'ai repris mon téléphone, faisant défiler la conversation de groupe. Chloé riant à une blague. Monique tenant un plateau de biscuits. Pierre découpant un rôti de bœuf. Ma place vide. Mon nom absent. La fête complète sans moi. Un nœud s'est resserré sous mes côtes, mais pas de tristesse. Quelque chose de plus lent, de plus aigu. Une prise de conscience s'installant comme de l'air froid dans une pièce silencieuse. Ce n'était pas qu'ils m'avaient oublié. C'était qu'ils avaient planifié autour de mon absence. J'ai inspiré profondément, puis expiré. Mes doigts ont plané au-dessus de l'écran, mais aucune réponse n'est venue. Pas de colère, pas d'argument, rien. J'ai mis le téléphone de côté. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Au moment où l'écran s'est allumé, j'ai compris quelque chose que je ne m'étais jamais permis d'admettre. Il ne m'avait pas effacé par accident, et je n'étais pas obligé de rester écrite au crayon. Je n'ai pas bougé au début. L'écran de l'ordinateur portable brillait dans la cuisine sombre, baignant le comptoir d'une lumière froide et uniforme. La neige tapotait contre la vitre du balcon, un son doux et rythmé, le genre de son qui m'apaisait d'habitude. Ce soir, il ne faisait que souligner le silence. J'ai ouvert mon tableau de bord financier. Des rangées de chiffres clignotaient, stables et factuels, tout ce que ma famille avait toujours refusé de reconnaître. Des années de contrats, de paiements, de primes de projets, tout ce que j'avais construit seul, sans qu'ils le sachent, sans qu'ils le demandent. Mon curseur a survolé à nouveau les messages récents. La photo de Noël, le siège vide, la facture de la voiture. Règle ça avant la fin du mois. Mon père, Pierre, écrivait toujours comme ça, court, sec, dépourvu de points d'interrogation. Comme si ma vie existait pour réparer les conséquences des choix des autres. Comme si mon travail consistait simplement à absorber l'impact. J'ai pris une lente inspiration et me suis penché plus près de l'écran, les coudes appuyés sur le comptoir frais. Quand j'étais plus jeune, je me murmurais des explications dans des moments comme celui-ci, des raisons répétées, des excuses, n'importe quoi pour adoucir leur silence. Je ne leur devais plus d'explications. La première chose que j'ai faite a été de rechercher le compte bancaire lié au prêt de la voiture. Mon nom n'y figurait pas. Bien sûr que non. Il y avait le nom de Chloé et celui de mon père. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils avaient décidé que la responsabilité m'incombait. Le curseur clignotait à côté du numéro de contact. Je n'ai pas appelé tout de suite. Au lieu de cela, j'ai ouvert un carnet et tourné à une page blanche. J'ai écrit 3 lignes. Prêt voiture. Montant du 25 000 €. Propriétaire, Chloé plus Pierre. L'écriture était stable. Pas de colère, juste de la précision. J'ai tourné à la page suivante. Invitation de Noël, non incluse. Message envoyé après le début du dîner. J'ai encore tourné la page. Schéma, contribution attendue, présence optionnelle. Je me suis assise en arrière, fixant ces mots. Ils ne piquaient pas, ils clarifiaient. Pour la première fois, j'ai senti la forme de la limite se dessiner, non pas dans l'émotion, mais dans la logique. Une coupe nette, nécessaire. J'ai fermé le carnet. Dans le silence, l'appartement semblait différent. Moins comme un refuge, plus comme un centre de commandement. J'ai ouvert le tiroir à côté de l'évier et en ai sorti un dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents que je n'avais pas regardés depuis des mois.
des accords de partenariat, des résumés de revenus, des évaluations prévisionnelles, toutes les choses sur lesquelles personne dans ma famille ne m'avait jamais interrogé parce qu'il n'avait jamais cru que j'avais quoi que ce soit d'intéressant à savoir. Je les ai étalés sur la table un par un, alignant les bords, jusqu'à ce que tout forme une grille nette. On aurait dit des preuves. Ou peut-être une carte montrant d'où je venais et où j'allais. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin de distance. Une séparation nette, mesurée en faits, pas en sentiments. Le numéro de la banque clignotait à nouveau sur l'écran. J'ai appuyé dessus. Une voix automatisée et calme a répondu. Veuillez patienter pendant que nous vous mettons en relation. Mes doigts se sont légèrement crispés sur le bord du comptoir. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. Le genre de clarté qui s'installe en profondeur, que l'on sent dans sa colonne vertébrale. Une voix humaine a suivi. Comment puis-je vous aider? J'ai parlé d'une voix égale. Je dois signaler un véhicule pour une reprise de possession. Le propriétaire est en défaut de paiement. La femme à l'autre bout du fil a demandé des documents. Je lui ai donné chaque détail lié au prêt, chacun fourni par ma famille dans la facture transférée. Quand elle a demandé ma relation avec le propriétaire, ma réponse est venue sans hésitation. Je ne suis pas responsable du prêt, ai-je dit doucement. Mais les emprunteurs croient que je suis toujours là pour arranger les choses pour eux. Ce n'est plus le cas. Il y a eu une pause, le genre de pause où un opérateur ne sait pas s'il doit poser d'autres questions. Elle ne l'a pas fait. Elle a simplement traité la demande. Quand elle a confirmé les prochaines étapes, je l'ai remerciée et j'ai raccroché. C'était comme éteindre un interrupteur. Net, final. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais posée. L'appartement est resté immobile autour de moi, le bourdonnement du réfrigérateur montant et descendant comme une douce respiration. Dans le reflet de la porte-fenêtre du balcon, je me suis vu, les épaules droites, les cheveux attachés, les yeux clairs. J'ai ensuite ouvert ma boîte de réception. Un nouveau message de mon père trônait en haut de la liste. Nous avons besoin que tu transfères l'argent ce soir. Je ne l'ai pas ouvert. En dessous, un de Chloé. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Je n'ai pas ouvert celui-là non plus. Au lieu de cela, j'ai cliqué sur « Nouveau message ». Mes doigts ont plané, puis ont tapé lentement. Ah, Pierre Dubois. CC, Monique Dubois, Chloé Dubois. Objet, concernant la voiture. Corps du message, je ne couvrirai pas la facture. Ce n'est pas ma responsabilité. Veuillez gérer cela directement. Je l'ai relu 2 fois, non pas pour le ton, mais pour l'exactitude. Ce n'était pas cruel. Ce n'était pas émotionnel. C'était simplement la vérité. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Le message a quitté ma boîte d'envoi avec un petit son doux. Un minuscule clic, à peine audible. Pourtant, il semblait plus fort que tout ce qu'il m'avait dit de toute l'année. J'ai refermé doucement l'ordinateur portable, l'écran s'éteignant dans le noir. L'appartement a retrouvé son rythme tranquille. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, me penchant légèrement vers la vitre, comme je le faisais toujours en réfléchissant. La neige tombait en lente spirale, se déposant sur la balustrade du balcon comme de la poussière sur un vieux souvenir. Je ne ressentais ni culpabilité, ni doute. Pour la première fois, je ressentais une direction. La forme d'une vie où je n'étais pas un bouche-trou. Où je n'étais pas la secouriste silencieuse de la famille, où je n'étais pas l'ombre fiable. Une vie où j'étais simplement moi. J'ai éteint la lumière de la cuisine. La pièce est tombée dans une douce obscurité. Tout semblait aligné. Cette fois, je ne réparerai pas ce qu'ils avaient cassé. La lumière du matin a rampé sur le sol de mon appartement, fine et incolore. Je me suis réveillé au son de la vibration de mon téléphone, régulière comme un battement de cœur. Les messages s'empilaient les uns après les autres. Des alertes, des appels manqués, de nouveaux messages vocaux remplissant l'écran avant même que je ne le touche. Je n'avais pas besoin de les lire pour savoir de qui ils provenaient. J'ai plutôt fait du café. La vapeur s'élevait en lente volute, adoucissant les angles vifs de la cuisine. Je me suis assise à la table, les mains enroulées autour de la tasse, laissant la chaleur s'installer dans mes paumes. C'est seulement alors que j'ai pris le téléphone. Le premier message vocal était de mon père,
Pierre Dubois. Sa voix était sèche, contrôlée, sur le point de se briser. Manon, rappelle-moi immédiatement. Le deuxième était plus court. Ce n'est pas comme ça qu'une famille se comporte. Le troisième, plus long, plus tendu, contenait une tension qu'il ne prenait pas la peine de masquer. Il y a un problème avec la voiture. Appelle-moi maintenant. Je les ai supprimés sans écouter le reste. Un message de Chloé est arrivé ensuite. Ces mots se déversaient sur l'écran dans un flot frénétique. Qu'est-ce que tu as fait? Ils sont venus à la maison. Ils la prennent. Papa est furieux. C'est de ta faute. Je l'ai lu une fois, puis j'ai posé le téléphone face contre la table. Faute. Ce mot m'avait suivi depuis l'enfance, persistant derrière chaque demande, chaque attente inexprimée, chaque silence. Cette fois, il n'a pas atterri. Mon café était devenu tiède lorsque la notification suivante est apparue. Une photo d'un numéro inconnu. Elle montrait notre ancienne allée en Normandie. 2 hommes chargeant la Renault 4 de Chloé sur un camion plateau. Chloé debout sur le porche en chaussons, les cheveux emmêlés, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Pierre en arrière-plan, la mâchoire serrée, le téléphone à la main, les yeux furieux et pointés directement vers l'appareil photo, comme si j'avais pris la photo moi-même. Un texte a suivi. Il faut qu'on parle. Réponds à ton téléphone. Je ne l'ai pas fait. J'ai fermé la photo et fait glisser l'appareil sur la table jusqu'à ce qu'il repose au bord. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être confrontées 2 fois. À midi, j'étais au bureau. Le soleil de Nantes frappait la façade en verre du bâtiment comme une lame, se divisant en reflets vifs sur le sol du hall. Je l'ai traversé avec la certitude tranquille qui s'était construite en moi toute la nuit. À l'étage, Stéphane Mercier, mon quai fondateur, a levé les yeux dès que je suis entré dans l'espace des ingénieurs. « Ça va » a-t-il demandé à voix basse. J'ai hoché la tête une fois. Juste une longue matinée. Il m'a étudié un instant, mais n'a pas insisté. C'était ça, avec Stéphane. Il savait quand le silence avait du poids. Nous avons eu une réunion avec l'équipe juridique, puis une revue de produits, puis une vérification discrète des mises à jour des serveurs. À 15 heures, mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer dans le tiroir de mon bureau. Quand je l'ai finalement repris, j'ai trouvé une nouvelle série de messages. Pierre, tu nous dois une explication. Chloé, je ne peux pas croire que tu fasses ça la semaine de Noël. Monique, ma mère, n'a envoyé qu'un seul message. Es-tu en sécurité? J'ai ouvert le sien, tapé une seule ligne. Je vais bien. Puis j'ai de nouveau rangé le téléphone. C'était la seule réponse que quiconque a reçue. Vers 17 heures, l'ascenseur a sonné. Le son a résonné faiblement dans le couloir silencieux devant mon bureau. Des pas ont suivi, durs, déterminés, trop familiers. Je me suis retourné alors que la porte s'ouvrait légèrement. Pierre se tenait là, le visage crispé de colère. Chloé derrière lui, les lèvres pincées en une fine ligne. Monique suivant doucement, les yeux baissés. Manon, a dit mon père en entrant sans attendre. Nous devons discuter de ça. Je suis resté immobile. Il n'y a rien à discuter. Tu n'avais pas le droit, a-t-il lancé sèchement. Tu nous as embarrassés. J'ai laissé la phrase s'installer dans la pièce silencieuse. Non, ai-je dit. J'ai cessé d'être responsable des conséquences de choix que je n'ai pas faits. Sa mâchoire s'est contractée. La famille s'entraide. La famille s'invite à Noël, ai-je répondu, calme. Même la famille n'envoie pas une facture en guise de place à table. Chloé a tressailli. Monique a levé les yeux, un souffle court se bloquant dans sa poitrine. Pierre a pointé le téléphone sur mon bureau. Appelle-les. Règle ça. J'ai soutenu son regard. L'air entre nous était froid, précis, inévitable. J'ai fini de me faire utiliser. La pièce est devenue immobile. Pierre a fait un pas en arrière, pas physiquement, mais quelque chose en lui s'est retiré, une prise de conscience traversant sa colère comme un courant d'air soudain. Pour la première fois, il a réalisé, je ne négociais pas. Je ne revenais pas. Je n'étais pas à ses ordres. Il s'est retourné brusquement, marmonnant dans sa barbe, et est sorti. Chloé l'a suivi, les yeux brûlants, le souffle court.
Monique est restée un instant, ses doigts effleurant le cadre de la porte. « Je suis contente que tu sois en sécurité, » a-t-elle murmuré. Puis elle est partie aussi. La porte s'est refermée derrière eux, un clic silencieux, exact, final. Je suis resté seul dans le bureau, la ville s'étendant largement sous les vitres. Pour la première fois, le silence ressemblait à de l'autorité. L'appartement était sombre quand je suis rentré ce soir-là. Aucun message n'illuminait l'écran. Aucune vibration ne résonnait sur le comptoir. Le silence semblait complet d'une manière qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Stable, presque structurel, comme si le calme lui-même soutenait les murs. J'ai posé mes clés et me suis dirigé vers la fenêtre, me penchant légèrement vers la vitre, comme je le faisais toujours en réfléchissant. Nantes s'étendait sous moi, calme et vaste, les lumières clignotant comme des constellations au ralenti. La ville ne se souciait pas de qui j'avais été pour ma famille. Elle ne faisait que refléter qui je devenais. J'ai préparé un thé et l'ai emporté sur le balcon. L'air était plus froid que tout à l'heure, doux avec cette sorte de quiétude qui ne vient qu'après qu'une décision a déjà pris forme. J'ai enroulé mes 2 mains autour de la tasse et laissé la vapeur monter contre mon visage. Mon souffle s'échappait en fin ruban pâle, se dissolvant dans la nuit. Il n'y avait pas de triomphe en moi, pas d'emballement, pas de vague de victoire, juste de l'espace. Assez d'espace pour enfin voir les années que j'avais passées à me plier aux attentes des autres. Assez d'espace pour comprendre que s'éloigner n'était pas de la rébellion. C'était de la survie. Et assez d'espace pour sentir pour la toute première fois que ma vie m'appartenait d'une manière qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. À l'intérieur, les lumières de l'appartement brillaient faiblement sur le parquet. Une veste pliée reposait sur le dossier d'une chaise. Une petite pile de dossiers de travail était soigneusement posée sur la table. Des choses ordinaires, calmes, non compliquées par l'obligation. J'ai pensé à Monique, ma mère, à sa voix douce, à la question prudente qu'elle avait posée plus tôt. « Es-tu en sécurité ?» Elle résonnait en moi plus longtemps que toute autre chose de la journée. Pendant des années, j'ai confondu la distance avec l'échec, le silence avec la punition. Mais là, debout, sentant le vent froid passer à travers mes manches, j'ai compris quelque chose de simple et de net. Parfois, la distance est la seule version de l'amour que l'on peut s'offrir à soi-même. Une voiture passait dans la rue en contrebas, ses phares balayant les bâtiments comme un lantargue de cercle. Je les regardais disparaître dans le noir, ne ressentant aucune attirance pour ce qui se trouvait derrière moi. La vie qui m'attendait était calme, intentionnelle, la mienne. J'ai fini mon thé, posé la tasse, et laissé la nuit s'installer autour de moi, légère, ouverte, libre. J'ai fermé la porte du balcon derrière moi, le loquet cliquant doucement dans l'appartement silencieux. Aucune voix ne suivait, aucun pas ne traînait derrière, juste le bourdonnement régulier d'une vie que j'avais enfin choisie sans permission. Les gens pensent que le plus difficile est de lâcher prise. Ce n'est pas le cas. C'est de réaliser combien de temps on s'est accroché à un poids qui n'a jamais été le nôtre. Et dans cette prise de conscience, quelque chose bascule, de manière nette, irréversible. Le silence cesse de ressembler à une absence. Il commence à sonner comme la liberté.